Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Les livres vous ont donné voix au chapitre et permis de vivre des rêves ensuite partagés avec des millions de lecteurs. Votre nouveau roman est une façon de rendre au livre un peu de ce qu'il vous a offert. Et cela en défendant une cause qui n'est pas forcément gagnée sur le papier. Bonjour Marc Lévy. Bonjour Jacques. Alors, il y a quand même 8 ans que nous faisons cette émission, 8 ans que je vous espère. Et que, ah oui, parce que vous êtes quand même l'auteur le plus lu dans le monde. Et c'est justifié. Et donc, on vous reçoit aujourd'hui pour la 1441e émission des Clés d'une vie. Ouais. Mais magnifique. Hein. Alors, on va parler tout à l'heure de La librairie des livres interdits, votre nouveau roman chez Robert Laffont Versillo. Mais le principe des Clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Très bien. Alors, la première ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. Le 24 février 1953, le prix Fénéon, décerné en mémoire d'un critique d'art, Félix Fénéon, depuis 1949, est attribué à de jeunes auteurs qui s'appellent Claude et Raymond Lévy pour un recueil de nouvelles, Une histoire vraie. Et c'est votre père et votre oncle. Absolument. Et pour la petite histoire, des folies dans ma famille, quand j'ai publié mon roman, mon premier roman, Et si c'était vrai, mon père n'a absolument pas parlé de ce recueil de nouvelles, et ça n'est que des années plus tard, dans une émission de radio de télé, où on m'a fait remarquer que mon père avait écrit un recueil de nouvelles primées qui s'était appelé Une histoire vraie, et que mon roman s'appelait Et si c'était vrai, et qu'on m'a demandé s'il y avait un rapport entre les deux. Et donc je suis allé voir mon père en disant, mais enfin, pardon, mais ça non, à aucun moment tu as eu envie de... Et avec sa distraction, il m'a fait, ah oui, tiens, j'avais pas fait le rapprochement. Donc c'est une coïncidence. C'est fou, hein. Folk, voilà. Alors ce livre, Une histoire vraie, c'était 158 pages, publié par les éditeurs français. Et il y avait 10 histoires sur la Seconde Guerre mondiale. Et la première était consacrée à un groupe de 23 résistants dont personne ne parlait, qui était le groupe Manouchian. Groupe Manouchian qui a valu à Manouchian d'être aujourd'hui au Panthéon. Et c'est le premier à avoir raconté l'histoire, votre père. Ouais. C'est assez étonnant. Et il n'y avait qu'une personne qui connaissait l'histoire à l'époque, c'était Charles Aznavour, car Manouchian avait été hébergé par ses parents. Et chaque fois qu'il y avait des résistants militaires qui étaient cachés chez Aznavour, Charles, qui avait 10 ans, sortait le soir, elle est dans les égouts, jeter ses costumes pour éviter que les Allemands les retrouvent. Alors, c'est vrai que cette histoire de guerre, Marc Lévy, vous n'en avez rien su pendant 20 ans, jusqu'à un jour où, à Toulouse, vous avez rencontré quelqu'un. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que papa, mon père ne me parlait jamais de la résistance. Alors on se doutait quand même avec Lorraine qu'il avait fait 2-3 trucs, mais il avait cette manie à chaque fois qu'on entendait une histoire par-ci par-là de la tourner en dérision ou même de prétendre qu'il en avait oublié l'existence. Et puis un jour de septembre 83, maman m'a appelé pour me dire de ne pas aller en cours à la fac le lendemain, car elle partait en voyage avec papa à Toulouse et elle souhaitait qu'on l'accompagne. Et quand je lui ai demandé mais pourquoi, elle m'a dit ton père t'expliquera en route. Et bon, je me souviens, quand j'ai retrouvé mon père en chemin, j'ai dit mais pourquoi on va à Toulouse? Et il me disait c'est des trucs de vieux, ça n'a aucune importance, comme s'il n'avait pas envie d'y aller. Et quand nous sommes arrivés à Toulouse, on nous a emmenés en voiture au grand stade de Toulouse. Et là, sur la pelouse, il y avait une estrade qui avait été dressée. Et dans les gradins, on était une 60aine de familles, parmi lesquelles circulait une 20aine d'hommes et de femmes qui avaient à cette époque l'âge que j'ai aujourd'hui, donc d'anciens jeunes. Et à ma grande surprise, qui se retrouvaient avec beaucoup d'émotion, qui se prenaient dans les bras l'un de l'autre. Puis ils sont descendus sur l'estrade, sur cette estrade, et est arrivé le ministre de la Défense de l'époque, Charles Hernu, qui a prononcé un discours absolument sublime et magnifique, où il a évoqué les compagnons de résistance de la 35e brigade, et c'est ce jour-là que j'ai compris que mon père en avait fait partie. Et à la fin de cette réunion, papa, en descendant de l'estrade, a tout de suite enlevé sa médaille qu'il a rangée dans la poche. La Légion d'honneur, c'est ça? Oui. Et il m'a dit, allez, viens, on rentre à la maison. J'étais quand même...
J'aimais cette folie douce chez mon père, vous voyez, cette discrétion et cette réserve, mais il y a des limites quand même. Je crois que vous saviez vaguement avant que votre grand-père avait été déporté, mais vous ignorez... Ah non, je ne savais pas vaguement ça. Je savais, je savais que mon grand-père, ma grand-mère étaient morts dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Mais vous ne saviez pas que votre père avait été emmené dans un camp et s'était évadé dans le train. Je ne savais pas que mon père avait été un membre très actif de la résistance. Je ne savais pas qu'il avait été arrêté par un commissaire de police de Vichy. Je ne savais pas qu'il avait été torturé. Je ne savais pas qu'il avait été emprisonné à la prison Saint-Michel à Toulouse. Je ne savais pas qu'il avait été condamné à mort. Et je ne savais pas qu'il était parti dans le train fantôme. Et je ne savais pas qu'il s'était évadé en creusant un trou sous les rails pour rejoindre à nouveau la résistance, bien qu'il fût alors dans un sale état, et terminer la guerre jusque dans la poche de Royan. Donc je ne savais pas tout ça. Et en fait, voilà, et pour terminer l'anecdote, lors de cette remise de médaille, alors que nous allions partir, il y a un monsieur qui s'est approché de moi, qui m'a tendu sa carte de visite. Le monsieur s'appelait Claude Urmand. Il avait lui aussi appartenu à la 35e brigade Marcel Langer, et il m'a dit, je fais partie de la commission qui est en train de préparer le procès de Klaus Barbie, et si tu veux savoir qui était vraiment ton père, viens me voir, mon adresse est sur cette carte. Donc, je l'ai appelé dès le lendemain, dès que je suis rentré à Paris. Et je suis allé le voir. Et sur sa table, il y avait un énorme, très gros cahier, parce que ça s'appelle un cahier. Et il m'a fait m'asseoir. Il m'a dit, voilà, ça c'est les cahiers de police, les mains courantes de la police de Lyon, et assieds-toi, tourne les pages, et chaque fois que tu verras Jeannot, c'est ton père. C'est fou ça, hein. Et donc j'ai lu, et la première page, aujourd'hui le terroriste Jeannot a fait avec ses camarades sauter 12 locomotives en gare de Toulouse-Matabio, et ça s'est enchaîné comme ça. Et à l'époque, le centre de la résistance à Toulouse, c'était un café qui s'appelle le Crystal Palace, qui est aujourd'hui devenu une banque. Et il se trouve aussi que votre père, ensuite, est devenu éditeur de livres de beaux-arts, et a travaillé dans un magasin de vêtements aussi, de chemises. Ouais. Qui était sur les Champs-Élysées, qui s'appelait, je crois, Dorian Guy. Élysée Soirée, Dorian Guy, puis Élysée Soirée. Alors, avant de devenir éditeur de livres d'art. Exactement. Il se trouve aussi que vous n'aviez rien au départ pour l'écriture. Vous avez grandi et vous étiez dans le sud de la France jusqu'au bac. Ça ne vous tentait pas vraiment, Marc Lévy, au départ? Oh, non, comment vous dire, c'est pas que ça me tentait pas, c'est que je n'osais pas y penser. Votre vie, c'était justement la Croix-Rouge, puisque vous avez eu le sentiment vraiment d'exister, de commencer à vivre quand vous êtes rentré à la Croix-Rouge comme secouriste au départ. C'est pas tant c'est pas commencer à vivre. Quand vous traversez l'adolescence, le désarroi de l'adolescence, c'est d'essayer de trouver une réponse à la question de qui on est, à quoi on sert, quelle est notre identité sur une terre où il y a 10 milliards d'habitants. Et je suis rentré à la Croix-Rouge le jour de mes 18 ans, et c'est ce que les organisations humanitaires apportent, c'est qu'à la seconde où vous vous rendez utile, quand vous êtes adolescent, à la seconde où vous portez secours à quelqu'un, vous avez trouvé la réponse à cette question identitaire, c'est-à-dire que vous savez exactement à quoi vous servez, et votre centre de gravité se décolle de votre nombril et va vers les autres, et donc vous trouvez une raison de vivre, une raison d'être, et une raison à votre propre existence. Vous avez aidé. Et alors, pas besoin de... Oui, enfin, si dans une journée où vous savez pas qui vous êtes, vous aidez quelqu'un à traverser la rue, vous avez déjà été ça, vous voyez, et le regard, l'échange. Alors oui, comment vous dire, je veux pas jouer les vieux schnocks en disant c'était une autre époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas, comment vous dire, cette facilité de communication avec les autres, bien que à cette époque, dans les cafés, on se regardait, on se souriait, et quand on déjeunait ou quand on dînait avec quelqu'un, on parlait à la personne qui était en face de vous au lieu d'être sur votre portable. Mais néanmoins, l'engagement humanitaire, c'est quelque chose qui vous ouvre au monde, et ça a été
Oui, pour moi, ça a été un moment très important dans ma vie, oui. Alors ensuite, vous parlez justement des réseaux sociaux. Vous êtes devenu un pionnier de l'informatique à l'époque où les microprocesseurs se développaient. Oui, je suis parti, après avoir passé presque 7 ans à la Croix-Rouge, je suis parti dans la Silicon Valley où j'ai créé avec deux copains ont créé avec moi, une société qui était dans la préhistoire de l'informatique et qui ont travaillé à l'élaboration de coprocesseurs. Alors c'est un peu technique, mais disons qu'on travaillait dans les images de synthèse. Voilà, bon, on travaillait. Ce que personne ne faisait à l'époque. Ça n'existait pas parce que le matériel pour créer des images par ordinateur n'existait pas. Et donc on a été vraiment on a fait partie des pionniers de cette aventure. Ça a été une aventure assez incroyable. À l'époque, il y avait la Silicon Valley à l'époque n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle est sinistrement devenue aujourd'hui. C'était une époque où c'était des jeunes ingénieurs qui étaient animés par l'envie d'inventer, de créer, de développer. Et ça n'a rien à voir avec ce qui est devenu aujourd'hui, malheureusement, cet univers de la tech et cette Silicon Valley qui est aujourd'hui le tombeau des démocraties. Effectivement, ça c'était le point de départ de votre vie. Il y a une autre date importante, on va en parler dans quelques instants, le 21 janvier 2000. A tout de suite sur Sud Radio avec Marc Lévy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Lévy de passage en France aujourd'hui et au micro de Sud Radio pour la sortie de ce livre, La librairie des livres interdits chez Robert Laffont Versilio, votre 26e roman, je crois, si je compte bien. On va en parler tout à l'heure, mais là je reviens à la date du 21 janvier 2000, votre première télévision. Bouillon de culture. Vous êtes invité par Bernard Pivot qui évoque le conte de fées que vous vivez. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette émission. Bien sûr que je m'en souviens. C'est vrai que c'était... Pivot raconte comment, au départ, vous avez écrit une histoire destinée à votre fils qu'il lirait quand il avait 20 ans et comment c'est devenu un miracle. Oui, je me souviens très bien de cette émission. J'étais terrorisé. Je savais pas ce que je faisais là et ni pourquoi j'étais là. Et quand je vous dis que j'étais terrorisé, j'étais 1h30 avant l'émission, ma meilleure amie m'a emmené chez elle pour me mettre dans une baignoire d'eau glacée parce que j'étais comme j'étais paralysé, je voulais pas y aller. Ça se voit pas à l'antenne, ça se passe très bien. Je dois beaucoup à un écrivain qui a été extrêmement généreux. C'est pas un milieu très généreux. C'est Max Gallo. Oui. Et Max Gallo, j'étais assis à côté de lui. Et les autres écrivains sur le plateau étaient assez méchants, me regardaient avec une certaine jalousie ou une certaine dédain, mépris. Et lui, il m'a tout de suite pris sous sa coupe, sous son aile, comme ça. Et il a créé ce lien humain sur le plateau. Il m'a dit, mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Et quand Bernard Pivot m'interrogeait, il y avait tous les regards comme ça des autres, et je me liquéfiais, mais j'étais vraiment à deux doigts de partir. Ouais, de partir, quoi. Non, mais de tourner de l'œil quand le stress et le strac, et c'est monstrueux. Et Max Gallo me regardait comme ça, il me faisait des sourires. Et je n'ai jamais oublié cette générosité. On a fait beaucoup de salons. Et comme on était dans la même maison d'édition, je me retrouvais souvent dans les salons assis à côté de lui. Et on avait il y avait cette complicité avec ce monsieur pour lequel j'avais beaucoup de respect. Et un jour, je crois que c'était à la Forêt des Livres, et il part se laver les mains et il se lève, et il me dit soyez gentil, signez pour moi pendant que je suis pas là. Et je dis non quand même, monsieur Gallo, je peux pas faire ça. Mais c'était un monsieur, je n'oublierai jamais la générosité de Max Gallo, qui était un écrivain extrêmement populaire de son vivant, très prolixe. Il a écrit de grands romans d'histoire, de grands romans historiques, de grandes fresques historiques. Il y avait des queues formidables devant sa table pour faire signer ses livres. Et je lui dois d'avoir survécu à cette émission. Cette émission où vous racontez au départ que ce livre était destiné à votre fils quand il aura 20 ans, parce que quand vous avez commencé à raconter des histoires quand il était enfant, il préférait la télévision. Non. Quand on m'a posé souvent la question comment est-ce que vous êtes venu à l'écriture,
j'ai expliqué que j'étais venu à l'écriture parce que quand mon fils avait 7, 8, 9 ans, comme beaucoup de papas, et à l'époque j'étais un papa célibataire, et eh bien, je passais énormément de temps chaque soir à lui raconter une histoire. Et j'avais eu l'idée d'écrire une histoire, et puis enfin, de lui raconter une histoire à épisode. Et comme l'enfant est un lecteur extrêmement, enfin un spectateur très exigeant, pour éviter de me faire reprendre parce que l'histoire ne recommençait pas exactement là où elle s'est arrêtée la veille, ou parce qu'il y avait une répétition, j'avais pris l'habitude chaque soir d'écrire l'épisode du lendemain. Et donc c'est un exercice que j'ai pratiqué pendant près de 2 ans, de lui écrire chaque soir, et j'y passais 1 heure. Dès qu'il était couché, j'allais dans mon bureau, j'écrivais pendant 1 heure. Et est arrivé un jour où, naturellement, il m'a fait comprendre que la télé était plus joyeuse que les histoires de... Donc, dont acte, comme on dit. Mais comme ce moment d'écriture me manquait énormément, l'idée m'est venue, je me suis dit, si je peux plus écrire à l'enfant qu'il est, rien ne m'interdit d'écrire à l'adulte qu'il deviendra un jour. Et c'est comme ça qu'est né c'est comme ça qu'est né Si c'était vrai. Et en fait, vous aviez écrit un livre, je crois, à 17 ans, sur une machine à écrire que vous aviez louée, Marc Lévy. C'est exact. Je ne sais pas comment vous avez trouvé cette info. Mais quand je suis parti un été travailler dans étudier dans une fac américaine, encore une fois, à l'époque, on n'avait pas d'ordi, pas de console et rien de tout ça, et je m'étais loué une machine à écrire électrique dans ma chambre d'étudiant, et tous les soirs j'écrivais, et j'étais revenu avec un manuscrit de là-bas. Qui n'a jamais été publié. Non, heureusement. Alors, si c'était vrai, finalement, s'il n'y avait pas eu votre sœur, il ne serait peut-être jamais sorti. Oui, peut-être, parce que en fait, moi, j'avais pas écrit cette histoire pour la publier, ni avec l'idée d'en faire un livre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai répondu à votre première question sur le fait que j'avais pas vraiment envie, je ne l'envisageais même pas. Enfin, et c'est Lorraine qui, en venant dîner un soir chez moi, a trouvé le manuscrit, qui l'a lu et qui m'a appelé le lendemain en me disant « Il faut que tu l'envoies, ça va être publié ». Et je l'ai pas cru pendant longtemps parce que je trouvais que c'était très gentil de sa part, mais j'y croyais pas du tout. Et elle a tellement insisté que j'ai fini par l'envoyer à un éditeur, et l'éditeur m'a rappelé 8 jours après en me disant « On veut vous publier ». C'était Bernard Barrault et Bernard Fixot qui vous ont publié tout de suite. Et ensuite... Oui, alors c'est pour rendre à César ce qui appartient à César. C'est Bernard Fixot qui m'a signé chez Lafon, mais il est parti avant que je sois publié. D'accord. Et c'est Nicole Lattès qui a pris la direction des éditions Lafon, qui a été ma première éditrice. Fixot n'a jamais été mon éditeur. Il n'a jamais travaillé sur un de mes manuscrits. Et monsieur Bernard Barrault, qui était un formidable éditeur, a été l'éditeur en titre de mon premier roman. Pas des suivants, puisqu'après j'ai travaillé avec un autre éditeur, qui est un grand éditeur, qui aujourd'hui dirige la maison Séguers, qui s'appelle Antoine Caro. Il se trouve ensuite que à la foire de Francfort arrive un agent, votre agent, avec 2 pages, et que ces 2 pages vont être l'événement de la foire de Francfort. Il faut savoir que la foire de Francfort, c'est la plus grosse foire du livre, mais elle existe depuis plus de 500 ans, parce qu'avant l'apparition des livres imprimés, c'était une foire commerciale qui était un lieu de commerce des manuscrits depuis le XIIe siècle. En effet, donc ça c'est la deuxième personne. Après Lorraine, c'est la personne qui a joué un rôle extrêmement important dans ma vie d'écrivain, c'est Suzanne Aléa. À l'époque, elle dirige le département des droits étrangers de Lafon. Aujourd'hui, c'est une grande éditrice et agent littéraire. Et donc, elle repère mon manuscrit dans les livres qui vont être publiés, parce qu'il n'est pas encore publié, il est encore à l'état de manuscrit. Et elle y croit, elle l'emmène à la foire de Francfort. Elle en a fait un résumé en 2-3 pages en anglais. Et là, il y a son talent à elle, et puis la chance que c'est l'histoire que le cinéma cherche à ce moment-là. Et donc il y a un engouement de la part de plusieurs studios, dont DreamWorks. Et à son retour de la foire de Francfort, Steven Spielberg va nous appeler, elle et moi, pour nous dire qu'il veut adapter le roman au cinéma. Quand on débute et qu'on a Steven Spielberg au téléphone, ça doit quand même représenter quelque chose, Marc Lévy. Évidemment, et en même temps c'est drôle parce que je garde le souvenir. En fait, je n'y croyais, j'avais l'impression que ça m'arrivait pas à moi. Je sais pas comment vous expliquer. C'était tellement
c'est tellement surréaliste. Alors, il faut se mettre dans le contexte. Le milieu d'édition n'a rien à voir avec le milieu du cinéma. Dans le milieu du cinéma, il y a les flashs, les caméras. Vous êtes tout de suite projeté sur le devant de la scène. Heureusement, dans l'écriture, ça n'est pas le cas. Mais j'arrivais, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, j'arrivais pas à y croire. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi moi je comprenais pas. Enfin, je me souviens d'une conversation téléphonique où Spielberg me disait tout ce qu'il avait trouvé d'épatant dans mon bouquin. Et il y avait une petite voix au fond de moi, il me disait, mais il doit se tromper de bouquin, ça ne doit pas être le bon livre. Et pourtant, le film a été tourné à San Francisco, et je sais que Reese Witherspoon, qui est la comédienne qui joue dedans, en lisant votre scénario, s'est souvenue qu'elle avait lu ce livre quelque temps plus tôt, qu'elle l'avait retrouvé lors d'un déménagement, en disant « Tiens, ça ferait un bon film ». Ah oui, écoutez, c'est drôle. Hein. C'est drôle, mais ça a été aussi le point de départ de votre carrière. Non, alors, enfin, oui et non, c'est-à-dire que... et si c'était vrai, j'ai eu cette joie et cette surprise incroyable que, et si c'était vrai, devienne un succès incroyable, puisque je crois qu'il s'est vendu plus de 3 millions d'exemplaires de ce livre. Mais le livre existait avant le film. Le film, il a mis 5 ans à se faire. C'est fou, hein. Il est évident que au départ, le fait que Spielberg en ait acquis les droits a braqué les projecteurs sur la sortie de ce livre. Mais le succès s'est fait par le bouche à oreille. C'est-à-dire que le livre a continué d'être en tête des ventes pendant 2-3 ans comme ça. Et c'est le bouche à oreille. Vous savez, il y a des livres comme ça. Je me souviens, il y a eu l'élégance du hérisson, vous voyez, qui était aussi comme ça un livre où par le bouche à oreille, il s'en est vendu 2 ou 3 millions d'exemplaires. Il y avait eu un roman d'Anna Gavalda qui avait rencontré comme ça un très grand succès populaire. Ça s'explique pas, ça se fabrique pas, ça se provoque pas, c'est comme ça. C'est un... Voilà, bon, bah, quand ça vous arrive... Mais il est évident que Spielberg avait apporté un certain éclairage sur la sortie de ce livre. Alors ça, c'était le point de départ, mais il y a une autre date importante aussi dans un autre genre qu'on va évoquer dans quelques instants sur Sud Radio avec vous, Marc Lévy, le 11 janvier 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Lévy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Lévy. Nous parlerons tout à l'heure de ce 26e roman qui est un succès comme les précédents, La librairie des livres interdits chez Robert Laffont Versilio. Vous vous demandez ce que vous avez fait le 11 janvier 2017. Oui. Eh bien, c'est la sortie de votre premier livre signé Marc Lévy avec McDonald's pour un Happy Meal. Ah! Ça, c'est une aventure aussi incroyable, c'est-à-dire que vous avez fait des livres pour enfants qui ont été offerts avec un Happy Meal chez McDonald's. C'est pas moi qui ai initié ça. C'est Alexandre Jardin. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Alexandre Jardin qui a initié cette collection. Et c'est assez, et elle se poursuit aujourd'hui. Je sais que mon succédé, Catherine Pancol, Virginie Grimaldi. Et quelques autres. Ouais. Et là, j'ai vu récemment, je ne sais pas si c'est pas Agnès Lugan qui reprend ça cette année. Bref. Mais c'est hallucinant parce que finalement, on parle assez peu de ça. Et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que moi, j'ai fait 2 collections. Et je crois que c'est près de 18 millions de livres. Exactement, oui. Dans ma famille, mon fils a lu vos livres dans ses très jeunes années. Et je trouve que c'est une initiative qui est extraordinaire parce que moi, le grand paradoxe de ma profession, c'est que dans ma profession, tout le monde dit ah oui, les gens ne lisent plus, les gens ne lisent plus. Mais on fait pas grand-chose pour leur donner envie de lire. Hein. Oui. Vous voyez, le nombre d'émissions pour les livres à la télévision ou à la radio, il n'y en a vraiment pas beaucoup, et pour ne pas dire pas du tout. Et quand il y en a quelques-unes, c'est quand même, ce sont des cercles très fermés. Donc on fait rien pour donner envie. Si on n'explique pas aujourd'hui à quelqu'un qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans et plus, que tout le bonheur qu'il aura à s'asseoir à la terrasse d'un café avec un livre par rapport à s'asseoir à la terrasse d'un café avec un smartphone, on n'y arrivera pas, quoi. Vous voyez, si on fait croire à un enfant de 14 ans que s'il commence pas par lire Proust, c'est un imbécile, on n'y arrivera jamais. Les gens arrêteront de lire.
Et ça, cette initiative-là, elle est formidable parce qu'on a fait rentrer 18 millions de livres et principalement dans des foyers où les enfants lisent pas. Oui, et il y avait des histoires qui étaient inspirées des expressions de la langue française. Oui, il y a eu 14 livres qui mettaient en compte une expression de la langue française. Et ça, c'est très joyeux parce que c'est pareil, c'est un lien avec la langue, c'est un lien d'intégration et de comprendre les idiomes d'une langue. Et il y en a eu d'autres sur des grands personnages. Il y a une autre collection de 14 livres sur les grands personnages de livres. Enfin, je crois que sur Cléopâtre, j'avais fait Cléopâtre, j'avais fait Magellan, Jules Verne, etc., etc. Et ça a marché pour les jeunes qui ont découvert la lecture. Vous avez aussi signé des BD, il y a eu des adaptations, mais surtout, je crois que Les Enfants de la Liberté, qui est un livre qui vous tenait très à cœur. Oui, a été adapté en BD. Il sert énormément dans les classes, ce livre. Vous voyez, là, il fait encore l'objet là pour le 80e anniversaire. Je dois aller à Toulouse au mois de mai parce que cette bande dessinée ainsi que le roman sont étudiés par des jeunes en université. C'est important de continuer à raconter ces histoires-là parce que quand vous voyez la rapidité avec laquelle l'autocratie est en train de s'installer aux États-Unis, quand vous voyez les propos nazifiants d'Elon Musk, les propos nazifiants de Donald Trump, quand vous voyez la facilité avec laquelle les conservateurs embrassent et prennent à bras le corps les mêmes rhétoriques que celles qui ont amené les néo-fascistes au pouvoir, puis les fascistes au pouvoir à l'instar. L'histoire se répète en ce moment à une vitesse terrifiante et c'est dans les livres et dans l'humanité que l'on partage au travers des romans qu'on réveille les consciences. Oui. Moi, j'entends encore aujourd'hui des présentateurs, des gens à la télé ou à la radio qui ont perdu tout sens de la nuance et qui sont capables de dire qu'ils trouvent de bonnes choses chez un dictateur. Et si vous lisez, par exemple, Les Perles Noires, vous savez de quoi je parle, qui est un recueil des coupures de presse paru juste avant la guerre et pendant la presse, dans la presse française, ça fait froid dans le dos parce que c'est les mêmes raisonnements, et c'est la même ignorance du danger. Oui, et en plus, vos livres ont une caractéristique, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Parce que chaque livre que vous publiez, ce sont des mois de recherche que vous faites tout seul, parce que personne d'autre ne peut les faire, et ensuite des mois d'écriture et de réécriture. Brel disait, le génie, ça n'existe pas, c'est le travail qui compte à 95%. Je crois que vous pourriez l'adopter comme devise. Oui. Moi, je suis sûr de ne pas être génial. Non, mais... Non, mais... J'en suis sûr. Ça n'est que du travail. Et du travail et sans faire du prosélytisme, de l'amour. Je crois vraiment que c'est pas comment vous dire, ça n'est pas un travail de besogneux. C'est un travail où on est vraiment emporté par un besoin d'aimer et par une envie d'aimer. Oui, et puis encore une fois, des recherches très difficiles parfois. Vous avez fait des voyages, vous avez travaillé des jours et des nuits pour que tout soit précis, de l'écriture à la réécriture. Oui, c'est des voyages, c'est des recherches qui se mènent sur le terrain, sont parfois des enquêtes, et puis parfois des enquêtes complexes, et puis parfois un terrain un peu... oui, quand j'ai écrit la Symphonie des monstres, je me suis rendu en Ukraine en temps de guerre, donc alors je suis pas allé... sur la ligne de front, mais enfin bon, pendant le moment où on était là, on est descendu plusieurs fois aux abris, quoi. Oui, et puis il y a l'angoisse d'aller jusqu'au bout, parce que quand on commence un livre, c'est des mois de travail, et est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Mais ça, je pense que cette peur-là, elle fait partie du désir. Quand vous rencontrez quelqu'un et que débute une histoire d'amour, vous avez peur du moment où elle risque de s'arrêter. Mais c'est cette peur aussi qui vous fait vous investir dans cette histoire d'amour et qui vous pousse à être vigilant et qui vous interdit la facilité parce que vous savez que ça peut s'arrêter. Donc
cette incertitude de savoir si on va arriver chez... C'est comment vous dire, c'est le doute de l'alpiniste. Et vous escaladez une montagne, vous savez pas si vous allez arriver jusqu'au bout, vous savez pas si vous allez pas dévisser, vous casser la figure, mais c'est aussi ce risque-là qui fait partie de l'excitation et du bonheur d'écrire. Et du bonheur. Et il se trouve aussi que vous vivez aujourd'hui aux États-Unis, et je crois que le coup de foudre pour les États-Unis, que vous avez connu très jeune, vous le devez à un roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère, Marc Lévy. Oui, c'est vrai. C'est quand je vous parlais du pouvoir des livres, mais j'imagine qu'on en reparlera dans la dernière partie. Il a le pouvoir de nous faire entrer dans d'autres vies que les nôtres et de nous présenter des étrangers qui nous ressemblent. Et là où justement les terribles politiques du moment, les réseaux sociaux nous poussent à avoir peur de l'autre, à nous détester, à nous caricaturer, vraiment à nous caricaturer. Le livre développe en nous l'extraordinaire douceur de la nuance, de la perspective, du recul, de la connaissance et de la recherche, du questionnement au lieu du jugement. Et vous savez, c'est terrible parce qu'en fait, quand on juge, on croit comme ça qu'on se débarrasse facilement d'un point de vue, mais en fait, le jugement, ça vous pèse. Alors que le questionnement, ça vous soulève. C'est merveilleux le questionnement. Si vous vous posez une question par jour et que vous réfléchissez vraiment à cette question, vous pouvez plus jamais vous ennuyer. Et je parle d'une question simple, hein, pas toujours compliquée. Et le roman, il provoque ça. C'est-à-dire que le roman nous met au contact de personnages. Alors quand mon père me dit à l'âge de 16 ans, tu devrais lire Les raisins de la colère. Je lis Les raisins de la colère et je rencontre une famille de migrants, de gens qui, à cause de la Grande Dépression, sont obligés de migrer pour sauver leur peau. Je rencontre le courage d'un père, la dignité dans la misère, la souffrance et cet esprit de liberté, et des paysages que je ne connais pas. Et c'est comme ça que vous découvrez les États-Unis. Il faut savoir que Les raisins de la colère, aujourd'hui, figure à la 10e place dans la liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise au XXe siècle. C'est un livre qui continue à vivre comme les vôtres. Alors, il y a la littérature, mais il n'y a pas seulement la littérature chez vous. Écoutez. Je sais qu'un jour tu reviendras, un pas de toi. Pour toi, Jennifer, et l'auteur, c'est Marc Lévy. J'ai eu la chance, j'ai écrit trois chansons pour 3 chanteurs que j'aime énormément. J'ai écrit une chanson pour Jennifer. J'ai écrit une chanson pour Grégory Le Marchal, que j'ai eu la chance de rencontrer et j'ai eu l'immense privilège de l'entendre chanter à l'Olympia. Ça, c'était très émouvant, une chanson qui s'appelle Je t'écris. Et puis, j'ai eu l'extraordinaire chance d'écrire une chanson pour Johnny Hallyday. T'aimais si mal. T'aimais si mal. Et c'est vrai que on n'écrit pas une chanson de la même façon qu'un roman de 300 pages, Marc Lévy. Non, alors, je fais... Ce qui est très compliqué quand on écrit une chanson, c'est que là où un roman vous offre 300 pages pour raconter une histoire, il faut raconter une histoire en 12 lignes. Mais j'ai adoré ça. C'est écrire une chanson, c'est quelque chose de magique parce que vos mots sont portés par la musique et par la voix d'une ou d'un artiste. C'est magique. J'ai pris plus de plaisir, je crois, à faire ces 3 chansons qu'à voir mes romans adaptés. Alors j'ai mon meilleur ami qui a adapté un de mes romans, je sais qu'il va m'appeler en me disant merci. C'est vrai. Merci, il va être furieux. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand j'ai entendu, que ce soit Jennifer, mais Grégory, c'était magique, avec Johnny, et puis Johnny... Mais beaucoup de romanciers ont fait des chansons. L'un des premiers à avoir fait des chansons, c'est Raymond Queneau, qui a fait des chansons pour Gréco. Il se trouve que Gréco, vous l'avez connu dans votre enfance, Marc Lévy. Oui, je l'ai bien connu même dans mon enfance. Et très aimé avec votre père, je crois. Non, Gréco était... Piccoli était pour ainsi dire, le frère de papa. Oui. Puisqu'ils ont passé leur vie ensemble et pendant une petite période de la vie de Piccoli, il était marié à Gréco.
Donc, on voyait beaucoup Juliette Gréco. Puis après, la vraie vie de Michel Piccoli, elle s'est faite avec une femme extraordinaire que j'aime profondément, qui est son épouse, qui a été l'épouse de la femme de sa vie et de toute sa vie, qui est Ludivine. Mais dans ma très jeune enfance, oui, j'ai bien connu Juliette Gréco. Vous avez un souvenir le dimanche, je crois, où elle faisait du tir à la carabine. Oui, mais disons que vous avez vos sources. Oui, elle était très rock'n'roll quand même, Gréco. Donc elle portait des grandes cuissardes à l'américaine, vous savez, ces grandes cuissardes en cuir, enfin ces cuissardes en cuir comme ça. Et elle avait un caniche qui s'appelait Léon, qui était assez rigolo. Moi, j'adorais les chiens. On en avait, bon, bref. Et elle, moi, j'allais passer de temps en temps le week-end à la campagne chez eux, et elle tirait à la carabine. Et donc elle m'emmenait, j'étais gamin, elle m'apprenait à tirer à la carabine. Donc vous imaginez, pour un gamin de 6-7 ans, c'était un truc de fou, quoi. En tout cas, ça, c'était le passé. Le présent, c'est un livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 19 novembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Lévy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Lévy, invité exceptionnel parce que je sais que vous êtes peu en France, vous êtes surtout aux États-Unis. Et donc, le 19 novembre 2024 est sorti La librairie des livres interdits, votre 26e roman, qui est un roman qui débute avec un libraire qui a passé 5 ans en prison, qui sort et qui va se retrouver devant un dilemme, Marc Lévy. Oui, alors ça, on va faire le pitch. Oui, donc parce que Mitch est un libraire qui vit dans un pays où les pouvoirs publics ont banni un certain nombre de livres, et lui, il n'a pas pu se résoudre à retirer de ses étagères et à faire disparaître des livres qui lui sont chers au cœur et au corps. Et donc, il est arrêté par la police et il est condamné à 5 ans de prison. Et le jour de sa sortie de prison, il lui arrive 2 choses assez extraordinaire. La première, c'est que, pas le jour, dans les jours qui suivent sa sortie de prison. La première, c'est qu'il va croiser la route du procureur qui l'a fait condamner, et Mitch, qui est plutôt d'une nature tranquille, va être pris d'un sentiment qu'il n'a jamais connu jusque-là, qui est une irrépressible envie de vengeance. Mais le même jour, en rentrant chez lui, le train s'arrête en pleine voie, il voit par la vitre du train, à la fenêtre d'un pavillon, une femme en train de lire un livre. Et il reconnaît à la couverture de ce livre un des livres qui sont interdits, et il a un coup de foudre pour cette femme. Et donc, dans la même journée, ce libraire entré en résistance et traversé par 2 sentiments extrêmement opposés, une irrépressible envie d'aimer et une irrésistible envie de vengeance. Et mener les 2 de front va être un petit peu compliqué. Il y en a pour 300 pages qu'on ne peut pas lâcher du début à la fin. C'est une sorte de débat cornélien. Et comme d'habitude, c'est des livres qu'on commence et qu'on ne peut pas finir. On ne dort pas jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page. Alors, il faut dire que l'idée est née d'une histoire vraie, d'une loi, la loi HB 1467, qui vous a marqué aux États-Unis et qui a été le déclic, Marc Lévy. Oui, parce qu'il y a 2 ans, j'apprends la promulgation par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est un républicain conservateur, très proche de Donald Trump, donc qui fait voter une loi qui a pour effet de bannir un certain nombre de livres des bibliothèques scolaires, et la loi, dans ses excès, va jusqu'à interdire aux bibliothèques publiques d'avoir ces livres dans des rayons qui sont accessibles aux mineurs. Et parmi les livres qui sont bannis se trouve le journal d'Anne Frank, l'œuvre de Toni Morrison, l'œuvre de Steinbeck, Les raisins de la colère, et bien entendu Fahrenheit 451, 1984, etc., etc. Au moment où nous nous parlons, 10 000 livres ont été interdits dans les États républicains conservateurs. Alors, ce qui m'interroge, c'est que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont banni ces livres? Pourquoi est-ce qu'ils interdisent ces livres aux enfants? Et le paradoxe, c'est qu'au même moment, s'ouvre enfin aux États-Unis un débat pour qu'on interdise le port d'armes, mais pour qu'au moins on interdise l'achat facile de fusils semi-automatiques avec chargeur étendu. Et le même gouverneur s'y oppose farouchement au nom de la liberté. Oui, et donc, ce type est capable, dans la même journée, de dire à ses électeurs, écoutez, je vais interdire aux enfants de lire, mais je ne vais pas interdire aux tueurs et aux gens d'avoir des armes semi-automatiques qui peuvent tuer vos enfants. Et pourtant, le prétexte invoqué dans les 2 cas est celui de protéger les enfants. Et donc, ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un petit autocrate, parce que c'est vraiment un petit autocrate, ait plus peur d'un livre que d'un fusil mitrailleur?
Et ça m'a... On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois qu'on ne parle pas assez de l'extraordinaire pouvoir des livres, du pouvoir en société des livres et de ce que le livre nous apporte. Et comme les autocrates et les dictateurs ne peuvent bâtir leur dictature et leurs autocraties que sur le terreau de la peur et de l'ignorance, il est évident que le livre qui a cette formidable vocation à nous rassurer, à nous rapprocher les uns des autres, à nous faire nous connaître, à nous faire nous aimer au lieu de nous détester, eh bien, le livre les terrorise parce qu'ils ne peuvent rien faire contre le livre. Ouais, et d'ailleurs, dans le livre, dans votre roman, à la fin du livre, il y a une sélection des livres interdits dans ces bibliothèques aux États-Unis. Il y a des Odyssées, on ne sait même pas si Homer l'a lu, 1984. Il n'y a aucune raison d'interdire ces livres, Marc Lévy. Non, il y a un obscurantisme, mais vous savez, maintenant, ils interdisent les manuels de sciences naturelles où il y a une représentation du corps humain. Oui. Ah, carrément. Là, vous avez créé une blague au départ quand vous avez vu ça. Non, j'ai pas créé une blague parce que on parlait tout à l'heure de l'histoire de mon père, de son frère et des copains de cette époque, et que j'ai pas créé une blague parce que j'ai été éduqué sur la façon dont les dictatures s'installent, et la force des dictatures, c'est que pendant très longtemps personne n'y croit, et quand on finit par y croire, il est souvent trop tard. Et dans ce livre, en filigrane, dans ce roman, on comprend que le livre est d'autant plus important face aux réseaux sociaux et aux soi-disant spécialistes qui interviennent aujourd'hui sur toutes les antennes. Je crois que tout est une question d'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à comprendre de façon assez instinctive et assez évidente que la nourriture industrielle a des effets bien plus dévastateurs qu'on ne voulait le croire jusque-là. Moi, ça fait des années que, depuis que j'ai commencé à écrire la trilogie des 9, que j'essaye de partager une information sur la toxicité des réseaux sociaux et le poison que ça représente. Alors quand aujourd'hui on voit Musk se révéler, le patron de Twitter se révéler au grand jour, quand on voit le patron de Facebook se révéler au grand jour, on commence à un peu plus comprendre. Vous voyez que ce sont des réseaux qui ont développé des algorithmes pour fliquer les gens, pour voler leur vie privée aux gens. Ce sont des dirigeants qui n'ont cessé de mentir. Ce sont, je crois que dans l'histoire des milliardaires qui ont empoisonné le monde, ce sera très très difficile d'égaler la toxicité de Zuckerberg et d'Elon Musk. Et vous avez vous-même essayé Twitter et puis vous avez vite arrêté, Marc Lévy. Non, j'ai pas essayé, j'ai vite arrêté. Moi, pour avoir travaillé dans l'informatique, quand j'ai écrit le premier tome de la trilogie des 9 qui s'appelait C'est arrivé la nuit, j'ai expliqué dans mes bouquins il y a 5 ans qu'un groupe de milliardaires et un groupe d'oligarches, après s'être acheté et s'être approprié les grands pans des économies des pays, allait, grâce aux réseaux sociaux et grâce à la désinformation, acheter les pays et devenir propriétaire des pays. C'est exactement ce qu'Elon Musk vient de faire. Elon Musk s'est acheté les États-Unis avec la complicité d'un autocrate qui est Donald Trump et la complicité des Zuckerberg et des autres. Donc, on n'est pas là pour faire le procès des réseaux sociaux, mais vous voyez, par exemple, les comptes privés sur Instagram, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, un compte privé sur Instagram. C'est ce qu'on... Voilà. Bref, on en parlera un autre jour. Le roman, le livre, la musique, la danse, la sculpture, les arts sont l'antidote du poison des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont les outils de la dictature. Mais dans ce livre, justement, votre personnage, votre héros, se bat pour la défense du livre, en permanence. Bah évidemment, puisque c'est un libraire qui est entré en résistance. Et je crois beaucoup à la résistance individuelle. Vous savez, quand la résistance s'est formée, en 42, entrer dans la résistance en pensant qu'on allait défaire l'Allemagne nazie, il fallait beaucoup d'optimisme et beaucoup d'utopie.
Mais ils y sont arrivés. Et en même temps, ce qui vous rassure depuis la sortie de ce livre, Marc Lévy, c'est le courrier que vous recevez avec des gens qui écrivent tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Oui, mais parce qu'encore une fois, le lien qu'on entretient avec un livre est un lien suffisamment fort et le temps que l'on s'accorde en lisant et la nuance. Quand vous écrivez à quelqu'un, quand vous êtes sur le fil d'un réseau social, vous avez exactement le même algorithme que quand vous êtes dans les embouteillages. Vous voyez, cette espèce de folie, de colère qui vous anime parce que vous êtes coincé, parce que vous êtes enfermé, parce que tout va vite, parce qu'il faut absolument avoir donné son insulte et avoir exprimé sa colère avant que le feu passe au vert. Et ce même comportement fou que vous avez en tant qu'automobiliste ou que cycliste dans la circulation, vous l'avez plus quand vous êtes chez vous. Vous l'avez plus au bureau, parce que vous avez le temps, vous avez le temps de la nuance. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes vous-même un solitaire qui écrit beaucoup, qui s'enferme pour écrire. C'est parce que encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on est beaucoup plus heureux en aimant qu'en haïssant. Et d'ailleurs, le pouvoir du livre, vous l'avez compris grâce à votre père, qui lui, aimait les livres et vous a donné ce goût du livre, mais pas des intellectuels qui racontent n'importe quoi et qui n'ont pas vraiment lu un livre. Non, c'est pas. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. Très jeune, je parlais beaucoup de livres avec mon père dans mon enfance, parce que c'était son métier. Et il y avait une phrase de papa qui m'avait beaucoup éclairé, où il m'avait dit, tu vois, dans les milieux littéraires, on parle beaucoup des livres, mais on ne parle jamais de la raison d'un livre. À quoi sert un livre? À quoi sert-il? Et si vous me posez la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bon livre ou un mauvais livre? Bien, moi, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est qu'un bon livre, c'est un livre qui vous donne envie d'en lire un autre. Et il y a aussi une... Et un mauvais livre, c'est un livre qui vous dégoûte d'en lire un autre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce qui va être pour vous un bon livre n'est pas nécessairement ce qui sera pour moi un bon livre, et ça n'a aucune importance. Parce que le propos même de la culture, c'est d'être fier de sa diversité. Ça sert à rien de jouer au libéral qui apprécie la diversité si dans sa propre chapelle on ne tolère pas la diversité. À l'époque où mon premier roman est sorti, c'était la grande époque des Harry Potter. Alors, qu'est-ce qu'on entendait sur Harry Potter en disant Harry Potter, c'est pas de la littérature, c'est pas des livres, c'est pas des machins. La plupart des gens d'ailleurs qui crachaient sur Harry Potter n'en avaient jamais lu un. Mais J.K. Rowling a amené des dizaines de millions d'enfants à lire et à aimer lire. Mais ce qu'il y a aussi dans ce livre, Marc Lévy, c'est très important, parce qu'il y a effectivement ce que vous dénoncez, mais il y a le romantisme, car le romantisme est toujours présent, et dans un livre, ce sont des moments très essentiels. Alors ça, c'est pas un calcul, parce que c'est ma nature, donc on peut pas... C'est la musique que j'ai dans ma tête. Enfin, je l'assume. Maintenant, aujourd'hui, c'était plus dur quand j'étais jeune, mais j'ai toujours été un romantique. Et... Mais on en a besoin aujourd'hui, y compris dans les livres. En tout cas, moi, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que, vous savez, le romantisme, c'est le langage de la pudeur. Et si on est pudique, on n'a pas le choix. Vous voyez, on survit grâce au romantisme, grâce justement à ce temps qu'il nous accorde, grâce à ce temps qu'il nous donne pour combattre la pudeur et aller au devant de l'autre ou à côté de l'autre. Donc le romantisme, c'était pour moi, c'était une obligation, c'était vital, c'était une nécessité. Je savais pas parler autrement. Alors dans certains milieux, ça vous met en décalage, mais c'est marrant. J'ai toujours voulu croire, j'ai toujours eu la naïveté de croire que même ceux qui jouaient au gros macho ou à la dure, en fait, cachaient, ce potentiel d'être détendre aussi. Oui. Je crois qu'il y a l'attitude et puis est-ce qu'on est vraiment au fond de soi et dans la formidable magie du livre, parce qu'on est seul quand on lit un livre,
Et donc, on n'a pas besoin de paraître, vous voyez. On n'a pas de réaction commune. Quand vous êtes dans une salle de cinéma et que toute la salle rigole, si vous rigolez pas, vous vous sentez un peu en décalage avec le reste. Alors que quand vous lisez un livre, il y a pas d'interaction avec l'extérieur. Et je crois que le livre, je parle pas des miens, je parle du livre en général. Le livre a cette formidable capacité de nous faire comprendre qu'on n'est pas seul. Que ce que l'on ressent, que nos blessures, elles existent chez les autres, et que ces autres-là ont survécu, et donc qu'on va survivre à ces blessures. Et le livre devient un ami extraordinaire. Dans tellement de cas, mais dans tellement de cas. Le simple fait dans un livre de rencontrer un personnage qui vous répond, qui répond aux questions que vous vous posez, qui partage les mêmes fragilités que celles qui sont les vôtres. Mais c'est déjà un océan, quoi. C'est immense. En tout cas, cette librairie des livres interdits, je suis sûr que ce ne sera pas un livre interdit, bien au contraire, puisque je sais déjà que c'est un succès comme d'habitude, et que c'est même le genre de livres qui nous font du bien et qui devraient être remboursés par la sécurité sociale. Ce serait formidable. Ne rêvons pas, ce sera peut-être le sujet d'un prochain livre. Vous continuez bien entendu à écrire. Mais remarquez, en France, on a beaucoup de chance, parce que le pass culture, c'est un peu ça. Hein. Exactement. Et non, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Vous vous rendez compte que, alors qu'aux États-Unis, on interdit les livres dans les bibliothèques, en France, on a un pass culture... qui est un, moi ça m'émerveille quand je vois ça. Donc c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais on a quand même cette extraordinaire chance en France d'avoir cette conscience de la culture et du rôle sociétal de la culture. Et c'est pour ça que moi je me bats pour que la culture ne soit pas Enfin voilà. Continuez ainsi, ne changez rien. Nous, on a eu la chance de vous avoir aujourd'hui au micro de Sud Radio. Et lors d'un prochain voyage, vous revenez quand vous voulez parce qu'on a tellement de choses à raconter ensemble. Promis. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, les librairies des livres interdits. Je le rappelle, c'est chez Robert Laffont, Versillo. Merci Marc Lévy, à très bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.